Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe Actualité. Et aujourd'hui a marqué le début de la saison cyclonique dans les Caraïbes. La Croix-Rouge française a d'ores et déjà pris les devants en annonçant le lancement du projet 360 degrés. Le programme vise à renforcer la coopération régionale en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles lors de la cérémonie de l'hôtel Salaco. Vos retours en images. Alors c'est un projet qu'on a appelé Ready 360, qui est financé par Interreg Caraïbes et qui vise à promouvoir la collaboration, la coopération régionale pour la prévention des risques de catastrophes naturelles. On a voulu faire ça le 1er juin, puisque le 1er juin, vous le savez, c'est la journée d'ouverture de la saison cyclonique pour les Caraïbes. Et donc on trouvait ça symboliquement important de faire cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui, parce que la saison cyclonique, même si les cyclones n'ont pas la seule menace, c'est quand même une menace sérieuse. On sait par exemple que les cyclones vont s'intensifier dans les années à venir. Donc il va falloir pouvoir y faire face. Et la collaboration entre différents acteurs est la clé pour pouvoir répondre à ces catastrophes. The 360 project is very important for our member states because of the continued high level of the climate and what is happening, the disasters, the hurricanes, the intensity of the hurricanes, as we all can see. Vous savez que le changement climatique et les conséquences vont être assez fortes sur l'ensemble de la Caraïbe. Et nous, Croix-Rouge française, avec l'ensemble de nos partenaires, la CIDIMA, l'ECS, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, nombreux partenaires, on commence ce programme de 3 ans, d'un peu plus de 6 millions d'euros, justement pour pouvoir essayer d'investir et développer davantage les capacités de réponse aux catastrophes naturelles auprès des populations les plus vulnérables. Et on travaille en particulier avec les Croix-Rouges de chaque territoire. Vous savez qu'il y a une Croix-Rouge sur chacun des territoires. Et nous, le projet visera en particulier, alors il y a beaucoup d'objectifs, mais en particulier à renforcer les capacités de ces acteurs locaux, encore une fois, pour répondre aux catastrophes naturelles. So the 360 coming on board is a very, very important project which would raise more awareness for persons who do not know so much about the climate and the disasters and how it affects the normal persons. Exactement, c'est-à-dire qu'on le sait, pour le coup c'est une certitude, les catastrophes naturelles d'ampleur qui vont nous toucher, puisqu'on sera touché à un moment ou à un autre, que ce soit la Guadeloupe ou les différentes régions, aux différents pays de la région, on ne peut pas y répondre seul. Les catastrophes sont trop importantes. L'exemple d'Irma, par exemple, c'est un bon exemple. Aucun territoire ne peut répondre seul à ce type de catastrophe. Et donc, on a besoin de collaboration, on a besoin de se connaître, on a besoin de travailler ensemble. Because there's no one else that is very close that will be able to support us. Europe is very far, right? London is very far, so we need to support one another because our closeness and the disasters that we face, and we need to ensure that our responses are on point, and then we're there to support one another when it comes to a disaster, and to also lend a hand when we need support for one another. Toujours au Gosier, cette fois-ci c'est à la marina de Bar-du-Fort que se déroulera le salon Carunautique du 9 au 11 juin prochain. La région Guadeloupe, la CCI des îles de Guadeloupe ainsi que la CARL a exprimé une volonté commune, mettre à l'honneur les professionnels du nautisme et de la mer. Au programme exposition, animation ou encore innovation, la Carunautique nous réserve de belles surprises. Regardez. L'économie bleue, et notamment mer littorale, est un formidable vivier de développement économique, de croissance, d'emploi, d'activités de toutes sortes, d'activités du moins qualifié au plus qualifié. Rien qu'autour de la marina, il y a plus de 1200 emplois, types de métiers qui tournent. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment là dans un réservoir d'emplois et d'activités. La région, le président de région, Henri Chalus, a depuis tantôt prôné le nouveau modèle économique. L'économie bleue est l'un des piliers du nouveau modèle économique. Et aujourd'hui, on le voit à nos côtés, la CARL,
donc une communauté d'agglomération. On a à nos côtés la chambre consulaire, on a à nos côtés la marina, on a à nos côtés des acteurs tels que la SAD. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce message, cette stratégie est en train d'infuser. Le salon, les métiers de la mer, le nautisme, tout ce qui tourne autour de la mer, c'est beaucoup d'emplois d'abord. C'est une très belle image pour la destination. Et les Guadeloupéens de plus en plus s'approprient la mer. Pendant un moment, c'est vrai, il y avait peu de gens qui tournaient autour de la mer. Maintenant, on a énormément de pêcheurs, je crois qu'ils sont plus de 500. Il y a des milliers d'activités qui sont autour de ça. On ne se rend pas compte, hein, autour de la mer. Hein. Le nombre de métiers, c'est comme à la maison. Il y a des peintres, il y a des électriciens, il y a des couturières, il y a des gens qui font de la mécanique marine. Et maintenant, il y a des gens qui construisent des bateaux. Maintenant, ça y est, on a au moins 2 chantiers qu'on connaît bien. Pinot, le chantier de Forbin. Hein. C'est-à-dire que maintenant, les Guadeloupéens non seulement construisent des bateaux, les vendent, et puis on s'est approprié vraiment avec la voile traditionnelle, la mer, le ton de la Guadeloupe en voile traditionnelle, c'est magnifique. Hein. Pour nous, ça fait partie de la nature de notre activité, hein. Ça fait partie qu'on dirait, de notre ADN. Donc effectivement, on est là à disposition du public, à disposition des usagers. Mais il faut savoir aussi qu'on accueille énormément de passages, de bateaux qui viennent de l'ensemble des pays du monde, qui viennent d'Australie, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent d'Allemagne. Donc en fait, on est aussi un réceptacle d'accueil du tourisme de la Guadeloupe. On attend en fait qu'il y ait beaucoup d'exposants, que les Guadeloupéens puissent s'approprier justement ce salon, puissent justement découvrir les métiers autour, parce qu'on parle d'une jeunesse qui est en quête d'emploi, et il y a des emplois, comme on l'a dit ce matin en conférence de presse, qui sont liés à la mer, mais qui sont porteurs économiquement parlant. Donc je pense que tout le monde a son compte à jouer. On parle de jeunesse, mais il y a aussi les moins jeunes aussi qui souffrent de cette pénurie d'emploi. Et je pense qu'en venant à ce salon, ils auront en fait une toute autre idée de l'économie bleue. L'heure est à l'innovation avec Cap Excellence. Hier s'est tenue la réunion sur la requalification du centre-ville de Pointe-à-Pitre, un échange public permettant aux acteurs économiques de s'exprimer sur le nouveau plan de développement économique adopté, mais aussi l'opportunité de présenter les différentes interventions à venir et notamment les travaux en cours. Regardez. Eh bien, je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue pour échanger et débattre sur ces problématiques connues au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, avec les techniciens, avec le cabinet qui a fait une étude préalable, avec la population, avec les commerçants et toutes les forces vives de Pointe-à-Pitre, nous sommes ici réunis pour faire en sorte que nous accrochions bien à ce projet qui en fait n'est plus un projet puisque les travaux vont commencer au courant du mois de juin, vont durer 14 mois et coûteront presque 3 millions d'euros. Cette problématique qui est posée par l'entrée de la rue Lamartine, elle risque de se poser de façon désagréable si demain il n'est pas fait quelque chose. Oui, c'est une très bonne initiative, surtout que ça fait un petit moment qu'on attendait de tels projets. Alors de tels projets ne vont pas se faire du jour au lendemain. On a l'expérience de la place du marché, des quelques rues piétonnes de la ville de Pointe-à-Pitre qui, à la longue, n'ont pas été de francs succès. Il faut dire les choses telles quelles. J'ai peur que les travaux me fassent fermer mon magasin, tout simplement parce que ils n'ont pas prévu de fonds alloués aux commerçants parce qu'on va perdre du chiffre d'affaires, clairement. Derrière, c'est une ville qui est déjà morte. Donc, en démarrant les chantiers de cette manière, on nous donne ça 2 semaines avant, on a une réunion pour nous dire qu'on démarre les chantiers. C'est un peu compliqué. Moi, j'avais des animations prévues, j'avais des personnes que j'ai déjà contactées, des devis réalisés. Je me retrouve à devoir, en fait. Je vais peut-être mettre la clé sous la porte, moi, je le sens. Le rehaussement de la chaussée, vous avez eu 8 mois d'arrêt de travaux. Ça devait durer combien de temps? Combien de temps ça a duré finalement? Donc vous avez des impondérables qui ont coûté énormément. Sans solution parce que vous n'avez fait aucune déviation de rue pour permettre, donc il y avait des voitures qui venaient, qui bloquaient, devaient faire demi-tour, donc il y avait des circuits, donc ça n'avait pas été fait. Donc on a un œil très attentif sur cette requalification-là, et d'ailleurs comme toutes les autres requalifications, qui peuvent être très porteurs pour la ville, comme demain nous laisser que des conséquences. Donc oui,
excité de la proposition, anxieux de la faisabilité, la durée, le temps, les complications. Bon, mais il faut y aller parce que Pointe-à-Pitre est une ville qui vieillit pas bien, qu'elle a besoin de renouveau, de modernisme et de s'adapter au temps moderne et à la concurrence des autres villes et surtout des centres commerciaux. Vous êtes une petite entreprise et vous rencontrez des difficultés avec vos finances. La région Guadeloupe et l'Ordre des experts comptables ont trouvé la solution. Aujourd'hui, à l'espace régional Cité des métiers aux Abîmes, le dispositif Chèque Expert a été présenté, un projet permettant aux entrepreneurs d'être accompagnés par des experts en la matière et assurer la longévité de leur business. Un reportage Charlie Dagonia. Vous savez, le président Chalus, depuis le début de sa mandature, a toujours eu cette volonté d'accompagner les très petites entreprises parce que elles constituent le tissu économique de la Guadeloupe. Vous l'avez vu au moment de la crise Covid. Pendant toutes ces années, nous avons fait en sorte que ces entreprises puissent se développer. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de cet accompagnement, les très petites entreprises ne faisaient pas bien souvent leur mutation pour tenir compte du problème que soulève le numérique, par exemple, de la nécessité de tenir compte aussi du marché local qui évolue. Et pour cela, elles ont besoin d'être accompagnées de professionnels experts. Et le président a donc signé, après le travail de réflexion que nous avons fait, une convention avec l'Ordre des experts comptables. Le dispositif du chèque expert est un dispositif qui a été mis en place par la région en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Donc, de façon à ce que des entrepreneurs qui n'ont pas d'experts comptables puissent se rapprocher et dérouler une mission d'accompagnement qui sera portée par l'expert comptable qu'ils auront contacté. Donc, l'objectif, c'est de faire un diagnostic de la situation financière et d'aider ensuite le chef d'entreprise à mettre en œuvre ses projets, éventuellement à obtenir des financements et donc à structurer donc sa démarche financière. Et donc, l'expert comptable sera là à ses côtés pour l'accompagner. Et donc, la mission va se dérouler donc sur une période variable et en fonction du cas qui sera rencontré. C'est de savoir en fait réellement concrètement en quoi il va aider les futurs chefs d'entreprise à pouvoir mieux s'en sortir dans leur situation financière, mais également comment les experts comptables vont nous accompagner tout au long de la survie de l'entreprise. Dans la mesure où je n'ai pas encore d'expert en comptable, donc pour moi ça va être une valeur ajoutée, cela va me permettre de rentrer en relation avec un expert. Je pense que c'est une bonne initiative de la part des experts comptables de pouvoir en fait accompagner les très petites entreprises. Et j'espère vraiment en fait que même au niveau de tout ce qui est bilan comptable en fait, que ça va nous servir. Plus souvent, c'est ce qu'on nous demande pour l'apport des crédits auprès des banques, ou même pour les demandes de subventions, c'est d'avoir en fait un bilan comptable, mais également un budget prévisionnel et un modèle économique qui soit fiable. Donc, s'ils peuvent en fait bien accompagner les TPE là-dessus, pourquoi pas. Du côté de Basse-Terre, c'est au cœur des locaux de l'ADL que l'application Caros a été présentée. L'application de covoiturage permettra d'apporter une solution aux problématiques de mobilité sur le territoire, mais également de réduire l'impact écologique engendré par la surconsommation des véhicules. Un reportage signé Michel Depape. Donc nous sommes ici dans les locaux de Saint-Phi, donc locaux DEAL, DAF et ONF. Et on est ici pour présenter à l'ensemble de nos collègues du périmètre État qui sont sur ce site les intérêts qu'ils ont à utiliser les applications de covoiturage, et en l'occurrence Caros, étant donné que le secrétariat général commun auquel nous dépendons tous a signé une convention avec Caros. Donc l'idée pour nous, c'est de leur présenter les gains à la fois économiques, donc réduction des coûts liés au transport, mais également ce qu'ils peuvent gagner à travers le forfait mobilité durable ou à travers les primes d'État sur le covoiturage. Ils peuvent également y trouver des gains plus personnels, dans le sens où ils seront moins longtemps sur la route, donc moins stressés au travail. Et puis après, s'il y a des gains sociétaux, étant donné qu'il y aura moins de véhicules sur les routes, donc un petit peu moins de pollution aussi. C'est une application comme toutes les autres que vous pouvez télécharger. Donc vous entrez votre nom, votre prénom, votre lieu de domicile, votre lieu de travail. Et l'application vous propose des trajets qui sont avec des personnes proches de vous ou qui sont sur votre chemin, qui peuvent
on va dire, vous pouvez vous donner un point de rendez-vous et vous rejoindre à ce lieu. Donc c'est vraiment pour aider la population. Donc comme on a vu, il y a vraiment un problème de mobilité en Guadeloupe. Donc c'est une application facile d'utilisation. L'interface est assez simple pour que les personnes se connectent entre elles, et puis pour covoiturer. Mon premier covoiturage avec l'application s'est très bien passé. En fait, c'était en décembre 2020. Je faisais partie en fait de l'équipe testeur lorsque on a décidé de faire un contrat avec Caros. Et donc, ça a été une prise en main assez rapide. J'ai aussi un peu une phase de découverte, mais une fois qu'on a compris, on va dire qu'en même pas 5 minutes, on utilise facilement l'application. Donc très facile et très, intuitif. Donc ça va. Et je continue jusqu'à maintenant. Donc mon premier covoiturage, c'était avec un agent. Donc c'était justement avec Sandra. Donc elle m'a expliqué, on a été du coup à Gourbert. On est parti de l'ADL, on est allé à Gourbert de la Grenoble-Bocal. Donc c'est au-delà de 2 km que les trajets sont pris en compte. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette destination. Et ça a été assez simple d'utilisation. Il y a des paramètres à mettre qu'on arrive à destination et qu'on repart. Donc pour moi, ça a été un voyage très simple et aisé. La ville de Petit-Bourg fête les mamans. Comme vous le savez, ce dimanche 4 juin aura lieu la fête des mères. Et la ville de Petit-Bourg a décidé de mettre en lumière ces femmes qui ont donné la vie autour d'un moment convivial et festif au Palais des Sports Laura Flessel. Un reportage signé Michel Depape. Nous sommes ici pour pouvoir honorer les mamans qui sont le socle de la société guadeloupéenne au sein des familles. Nous voulons rester fidèles à notre politique en faveur des familles et aujourd'hui nous avons convié des centaines de mamans qui sont là, heureuses de participer à ce moment festif, mais aussi un moment qui valorise le rôle de la maman dans une société, celle qui est la société guadeloupéenne, qui connaît des moments difficiles. Nous sommes au palais Laura Flessel pour célébrer la fête des mères. C'est un moment privilégié pour que la ville de Petit-Bourg accorde un attachement particulier aux valeurs essentielles de la famille. Être mère, c'est une vocation de tous les instants. Ça n'a pas de prix. Je souhaite associer aujourd'hui toutes les familles. Comme je viens de vous dire, lorsque l'époux et la femme se mettent ensemble, c'est un grand succès pour la famille. Et c'est ce qui conduit à l'épanouissement et le développement de l'enfant. Nous avons traversé la crise sanitaire et les mamans sont restées debout, non seulement auprès de leurs enfants, mais aussi auprès de leurs hommes, de leurs compagnons, de leurs maris. Et c'est pour toutes ces raisons que nous croyons nécessaire de passer un moment de valorisation avec les mamans de Petit-Bourg. Oui, une maman de 4 garçons. Déjà, c'est une très belle fête pour honorer les mamans, les mettre à l'honneur, puisque c'est vraiment un véritable travail, d'être maman, d'être au chevet de ses enfants. Donc, je suis très honorée que la ville de Petit-Bourg et puis nous mettre à l'honneur. Voilà. J'ai eu droit à une petite rose et une enveloppe. C'est un bon cadeau pour retirer son bon au niveau du CCAS de Petit-Bourg. Donc, dès que j'aurai une petite minute, j'irai avec mon ami récupérer ce petit présent. Et puis, il y a plein de petites choses, une cuillère, une fourchette. Oui, très contente, écoutez. C'est le geste qui compte. Donc oui, je suis très contente. Le conflit entre la mairie de Bémao et ses agents perdure. Un mouvement de grève au sein de l'école Cora Mayeko a rendu la cantine inaccessible aux enfants ce midi. Ces derniers ont été contraints de manger à même le sol. Nous retrouvons les images de Charlie Dagonia avec le ressenti des agents de la police municipale. Nous avons un fonctionnement normal concernant la police municipale et les autres services. Et brutalement, sans consultation à des organisations syndicales ou la représentation du personnel au niveau de la collectivité là, mais là, quand on a dit qu'il va payer les autres supplémentaires. Sauf qu'il pas analyser la situation de la police. Et la situation de la police, c'est-à-dire qu'on a un dispositif qui existe depuis des années.
Et on fait ça effectivement pour obtenir une qualité à service public, pour sécuriser le territoire là. Et c'est des heures supplémentaires que la police a fait. Donc, mais là, avec service, ça n'a pas apprécié situation là. Et donc, il prend une décision là. Et je dis, c'est ça qui a posé un problème. Donc, nous pas dans une contestation systématique. Nous avons dit comme ça, on revoit copie par rapport à la police. Non, mais là, on travaille. Nous avons dit, si on agent sur la base du volontariat, on peut travailler pour les repos compensatoires, il peut faire. Mais là, on va garder travail et engagement à les policiers, les risques qu'on prend pour le métier. On ne peut pas dire sortir à casa, on peut venir travailler des jours fériés, samedi, dimanche, et travailler jusqu'à 1h du matin pour récupération. Il y a une famille et on prend un risque par rapport au métier. Donc, ce travail-là, ça, il doit être rémunéré. D'ailleurs, c'est un travail qui est toujours rémunéré. Pourquoi je dois dire qu'on va rémunérer? Donc, c'est ça nous avons dit. Ça fait à peu près 1 heure de temps, nous avons discuté. Et son discussion normale entre les deux parties. Et nous jugeons à un moment donné qu'il faut nous sortir un point pour nous recommencer. L'année scolaire touche presque à sa fin et les étudiants préparent déjà leur rentrée. Effectivement, aujourd'hui a débuté la phase d'admission de Parcoursup. Les candidats pourront commencer à répondre aux réponses d'admission qui leur ont été faites. Top départ, le tournoi international de football U16 a été lancé. Le département et la Ligue guadeloupéenne de football ont accueilli les équipes à la résidence départementale du Gosier, Brésil, Martinique ou encore Hexagone. Ce tournoi multiculturel s'annonce très enrichissant pour les participants. Ce soir, nous profitons pour recevoir les différents clubs invités du tournoi U16, pour les recevoir et pour lancer, si on veut bien, le grand tournoi qui a lieu à partir de demain jusqu'à samedi sur les 5 stades qui ont été retenus. Alors les lieux, c'est Capesterre, c'est Pointe-à-Pitre, c'est Sainte-Anne, le Moule, le Lamentin. Nous les recevons à la résidence départementale et c'est un échange. On va pouvoir mettre en place des échanges entre les différents clubs de façon à ce que les gamins puissent se connaître, même si c'est vrai, ils sont déjà logés à l'hôtel ensemble, mais c'est un premier lien qu'on a tissé pour ces différents joueurs. Je trouve que c'est un bon moment de rencontre déjà entre différentes cultures. Ça nous permet, nous, métropolitains, de découvrir un petit peu le football ici en Guadeloupe et ce qui se fait aussi sur les îles alentours. Donc c'est cet échange culturel qui est très intéressant, voir d'autres footballs aussi. Et puis aussi, pourquoi pas, découvrir des nouveaux talents ici. Donc nous avons reçu 7 équipes venant de l'extérieur. Et nous avons 5 clubs locaux de façon à pouvoir avoir une représentation entière de la Guadeloupe. Le tournoi, c'est un tournoi de foot en catégorie U16, c'est-à-dire des gamins nés en 2007. Et c'est un gros rassemblement international avec des équipes qui viennent de métropole, du Brésil, de Martinique. Et c'est une occasion pour nos joueurs locaux d'avoir une confrontation de haut niveau. Nous, on a la particularité d'avoir une génération de 2008 uniquement, donc ils sont un peu plus jeunes. Donc il va falloir faire encore mieux que ce qu'ils font d'habitude pour pouvoir rivaliser et proposer le meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Donc les clubs invités sont le Brésil, le club de Flamengo pour le Brésil. Nous avons aussi pour la France, nous avons l'Olympique de Marseille, nous avons le Stade Rennais, nous avons le Havre Athletic Club et nous avons le club de Torcy qui est un club de la région parisienne. Et tout près de nous, nous avons donc le club de la Martinique et nous avons une sélection de Guadeloupe représentée par le CFA et puis des sélections de zone, la sélection de Grande-Terre qui regroupe le Nord Grande-Terre et le Sud Grande-Terre. Nous avons la sélection de Basse-Terre qui relie donc le Nord Basse-Terre et le Sud Basse-Terre. Nous avons une sélection que nous avons appelée Cap Excellence et puis nous avons la sélection de Marie-Galante, des jeunes Marie-Galantais qui viennent aussi participer à ce tournoi-là. On est très heureux de pouvoir participer à ce tournoi. L'ambition, dans un premier temps, ça va être de bien débuter demain sur nos 2 premières rencontres, en espérant pouvoir passer la première phase qualificative pour se qualifier pour les quarts de finale. Nous recevons ce soir 2 invités afin de parler d'une thématique qui nous touche tous, notre histoire, l'histoire de l'abolition de l'esclavage et surtout de sa face cachée. Bonsoir Monsieur Narini. Oui, bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Vainqueur. Vainqueur, bonsoir. Alors parlez-moi un petit peu de l'événement qui se prépare pour ce week-end. Bien, en fait, voilà, nous revenons sur la question de l'esclavage, parce qu'en fait, en général, quand on parle d'histoire, c'est plutôt au mois de mai. C'est vrai. Donc, donc on parle en général du mois de mai. Par contre, c'est la période après Napoléon.
Eh bien, nous parlons de la période avant Napoléon. C'est un petit peu comme quand vous construisez un bâtiment, vous ne pouvez pas construire le 3e ni le 4e étage avant de faire le rez-de-chaussée. Effectivement. Donc, il faut absolument combler cette partie-là. Et donc, il y a une première abolition. Et en fait, si vous regardez, en fait, voilà, donc vous voyez le monument. Monsieur. Tout à fait. Donc voilà, voici le monument. Ce monument, c'est une stèle. Eh bien, vous savez où elle est, cette stèle? Dites-moi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et pourtant qui l'ont déjà vue. Eh bien, c'est sur la plage à Poupoune. C'est sur la plage de Saline. Une stèle de 6 mètres de haut qui a été construite par le comité 94 en 1994. Vous avez vu, ça fait déjà quand même une trentaine d'années. Et cette stèle-là, nous ne savons pas ce que c'est. Donc, il y a un vide quelque part. Et elle est là, elle existe. C'est-à-dire, c'est la stèle de l'arrivée de Victor Hugues, en fait, qui est arrivé en Guadeloupe avec environ 800 hommes, et qui est venu, suite au décret, alors, donc je ne veux pas aller trop vite, hein, bon, il y a un décret, d'accord, on est le 3 juin, donc il y a eu un décret le 4 février, et ce décret-là est arrivé en Guadeloupe le 3 juin. D'accord. Et entre-temps, eh bien, les grands planteurs qui sont en Guadeloupe, à l'époque... Un décret qui disait l'abolition de l'esclavage. Mais voilà, heureusement qu'il est là. Avant 1848. Avant 1848. En 1794. Et absolument, en 1794. Avant Napoléon aussi, avant 1802. D'accord. Donc, il faut qu'on puisse maintenant remettre les choses dans l'ordre. La chronologie, oui. La chronologie, merci. La chronologie. Un pied devant l'autre. Donc voilà, donc Victor Hugues débarque le 3 juin, 119 jours après le décret. Et il amène le décret en Guadeloupe. Et il vient avec la guillotine. Parce qu'il sait que les grands planteurs en Guadeloupe ont fait rentrer les Anglais, qui n'avaient pas aboli l'esclavage en Angleterre. Et ils ont fait rentrer les Anglais en Guadeloupe pour empêcher cette abolition. D'accord. Et à partir de là, Victor Hugues attaque les Anglais, à Fort-Fleur d'Épée, à Fort-Fleur d'Épée, et il attaque aussi la Pointe-à-Pitre. Bon, il y a eu une contre-attaque des Anglais, parce que les Anglais ont fait venir beaucoup d'Anglais, de la Caraïbe, etc. En 2 jours, les Anglais arrivaient. Donc, je veux dire, donc ils ont fait venir beaucoup de monde, et pratiquement toutes les troupes de Victor Hugues ont été décimées. Donc, il n'a pratiquement plus personne. Wow. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il laisse tomber. Ou alors, il s'associe avec les Noirs, les esclaves. D'autant plus à l'époque, il y a en 1792-1793, il y a déjà des émeutes, au moins 2 soulèvements d'esclaves qui se sont libérés. Les gens se rebellent, mais oui. Oui. Et donc, ça va déjà préparer les gars à la venue de Victor Hugues, qui lui maintenant va enrôler vraiment des esclaves libérés, des hommes de couleur, des sans-culottes noirs, comme on les appelait aussi. Et il va les enrôler parce qu'il a perdu beaucoup d'hommes, bon, 400 hommes si on retient... Il a perdu 600. 600 hommes si on retient les 800. En moins d'un mois, il a perdu 600 hommes. C'est énorme. Donc, on avait des personnes qui déjà menaient le combat pour leur liberté. Voilà. Ils étaient déjà aguerris à ça. Et qui connaissaient la Guadeloupe. Qui connaissaient le pays. Donc, à partir de ce moment-là, les combats ont continué. Il a enrôlé environ entre 2000 et 3000. Entre 2000 et 3000. Et même les Anglais ont dit ça. Ils ont déclaré que c'était vraiment une armée redoutable. Mais redoutable. Et c'est là qu'en fait, Monsieur Vainqueur est là, il est temps maintenant qu'on parle de victoire. On ne peut pas tout le temps parler tout le temps de défaite, de comment dirais-je, comment on dit ça encore, de victimes, tous les ans pour répéter une espèce de mantra dans la tête des gens, c'est-à-dire que ça crée une espèce de, je ne sais pas comment dire ça, je veux dire, ça crée une espèce d'insatisfaction, une espèce de désespoir quelque part, on ne sait pas du tout où on va. Donc il faut maintenant voir réellement l'histoire, et à partir de ce moment-là, pour savoir où on est, savoir d'où on vient, savoir où on est, pour savoir où on va. Et d'ailleurs, Toussaint Louverture, je ne sais pas si on le voit là, tiens, il y a le dépôt de gerbe, par contre, là, il montre le dépôt de gerbe, c'est ça, non? Oui. Non, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, il s'est trompé, je crois. Non, mais vas-y. Voilà. Donc, Toussaint Louverture, voilà, a rallié la France. Donc, il a trahi l'Espagne, puisqu'il était avec les Espagnols, et il a rallié la France, en fait, juste au mois de mai, juste avant. C'est très bien. Et du coup, c'est ce que vous donc voilà, c'est ce qu'on peut faire sur la place de la Victoire samedi, le 3. Donc, à partir de 14h jusqu'à
17h à peu près. 17h, jusqu'à environ 17h. Entre-temps, comme c'est la fête des mères, donc on va être avec Patricia Delmas, en fait, sur la place du marché, etc., puisqu'on va faire quand même des petits jeux, etc. et tout. On va parler un peu de femmes guadeloupéennes, comme Rosemar Toto, qui a participé, la voilà, parce qu'on parle de solitude, mais on ne sait pas si elle a existé, mais Rosemar Toto, on est sûr. Et Rosemar Toto était l'amie de la copine de Delgrès, en fait. Donc, de Delgrès, oui, d'accord, celle qui a eu la jambe cassée en 1802. Donc, Rosemar Toto, donc on veut parler de femmes, en fait, puisque c'est la fête des mères, donc on veut parler de femmes et faire gagner une tombola, etc. Donc, le matin, en fait, samedi matin, et samedi après-midi, on est sur la place de la Victoire, au kiosque, et à 15h, s'il y a du monde, ben on ira faire un dépôt de gerbe à la rue Victor Hugues. Il y a une rue Victor Hugues qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Donc, quand vous rentrez à la rue Nausière, on va mettre des panneaux pour indiquer là où se trouve la rue Victor Hugues. Parfait. Merci beaucoup. Permettez-moi de signaler qu'il y aura monsieur l'historien Ignor qui va être là pour répondre aux questions. Là, c'est un historien, vraiment un homme qui connaît l'histoire et qui va nous dispenser sa connaissance. Un docteur en histoire. Et droit. Donc, il connaît le droit aussi, parce qu'il y a l'histoire, il y a le droit aussi. Et il sera présent ce samedi. Il sera là pour pouvoir répondre aux questions. Venez, s'il vous plaît. Venez. Vous avez entendu, chers téléspectateurs, venez nombreux. Venez nombreux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.